Alors bonjour tout le monde, voici votre capsule vidéo sur le cours que j'ai intitulé Game Analytics à défaut d'avoir un terme en français qui signifie l'équivalent. Alors sans plus tarder, voici le plan du cours. On va commencer par parler de l'évolution du Game Analytics, donc ce que c'était dans les années 70 et ce que c'est devenu aujourd'hui. On va ensuite parler des implications méthodologiques, donc quelles sont les techniques de collecte de données utilisées, quels sont les outils d'analyse également qui peuvent être utilisés en Game Analytics. On va parler des possibles applications du Game Analytics en étude du jeu vidéo et des implications épistémologiques de cette approche-là. Donc, qu'est-ce que ça vient changer sur le plan de la construction des connaissances? Et enfin, on va passer en revue différentes implications éthiques de l'usage du Game Analytics, entre autres en ce qui concerne la vie privée des joueurs dont on utilise les données. Alors, le Game Analytics, ça regroupe en fait toutes les études du comportement des joueurs qui sont menées à partir de données télémétriques, donc collectées à distance, sans qu'il y ait présence d'un observateur humain durant les sessions de jeu ou sans qu'il y ait présence d'un observateur humain qui regarderait des sessions de jeu enregistrées, par exemple. Donc, on collecte vraiment les données des comportements des joueurs à distance. Vous voyez dans cette définition, en fait, qu'on ne parle pas de données massives, de big data. C'est parce que les Game Analytics n'ont pas toujours bénéficié de cette méthode-là, qui est plutôt récente, en fait, alors que les Game Analytics sont nés dans les années 70. Donc, le Game Analytics, on le verra plus tard, utilise beaucoup les techniques d'analyse de données massives, dites big data, mais elles ne se réduisent pas à ça et elles existaient bien avant l'arrivée du big data. Le Game Analytics fait partie de ce qu'on appelle, dans le jargon de l'industrie vidéoludique, le Game User Research, qui, en fait, regroupe toutes les recherches menées par l'industrie, donc dans des compagnies de jeux, visant à comprendre les comportements, les besoins, les motivations des joueurs pour améliorer leur expérience et ou la profitabilité du jeu. Le Game User Research, ça existe en fait depuis l'invention des jeux vidéo. Atari conduisait déjà dans les années 70 des recherches sur les comportements des joueurs en les observant, suivi par Activision et Nintendo. Donc, toutes les grosses compagnies faisaient du Game User Research et ce dès le début du média. Les Game User Research peuvent mettre à profit différents types de méthodes, qu'elles soient qualitatives ou quantitatives. On peut, sur le plan qualitatif, utiliser des analyses de contenu des jeux, faire de l'observation de joueurs, faire des focus group avec les joueurs. Donc, on les assoit dans une même pièce, on les fait discuter, on pose des questions au groupe sur les éléments qui ont été le plus appréciés, les moins appréciés ou on le fait avec des questionnaires individuels. On peut aussi adopter des méthodes quantitatives, des sondages avec des questions fermées à choix multiples. On peut recueillir des données biométriques durant les sessions de jeu en enregistrant par exemple le pouls des joueurs, leur vitesse, leur rythme de respiration, leur zone cérébrale, etc. Et finalement, on peut avoir recours à ce qu'on appelle le Game Analytics, donc la collecte de données à distance. Alors, comme vous le voyez dans ce tableau-là, le Game Analytics, ce n'est qu'une technique parmi tant d'autres qui est utilisée en entreprise pour, disons, améliorer les jeux et donc la profitabilité pardon, du jeu et de la compagnie. Alors, parlons de l'origine des Game Analytics. Les premières études, en fait, qui ont été menées et qui impliquent la collecte de données à distance, ce sont des études avec ce qu'on appelle les coin drops. Donc, on comptait tout simplement le nombre de pièces de monnaie qui avaient été injectées dans les machines à sous des arcades et on pouvait de cette façon-là voir à quel point le jeu avait été populaire.
Les statistiques de vente peuvent aussi être utilisées en Game Analytics et les scores sur des sites comme Metacritic.com qui existent depuis 1999 et qui font la moyenne, qui fait la moyenne des notes données par différentes critiques sur certains jeux. Donc, ce sont tous des façons de collecter des données à distance sur les joueurs. Mais évidemment, toutes ces techniques-là mentionnées ne portent pas directement sur les comportements des joueurs en jeu et ne sont pas très détaillées, ne fournissent pas d'informations sur les éléments du jeu qui sont les plus ou moins appréciés par les joueurs, sur le moment dans le jeu où le joueur décroche, où le joueur cesse de jouer. Donc, ce n'étaient pas des études très raffinées. Donc, la première compagnie de jeux à recueillir des informations. Donc, aujourd'hui, on peut dire que le Game Analytics, c'est vraiment l'étude du comportement des joueurs menée à partir de données massives collectées automatiquement à l'aide d'outils et de techniques spécifiques au Big Data. Le Big Data, ce que c'est un vaste ensemble de données analysées avec des logiciels puissants qui utilisent des algorithmes pour tenter d'établir des patterns, des corrélations entre différentes variables. Le big data est souvent défini par ses attributs de base. On parle de haut volume, c'est-à-dire d'une quantité massive de données beaucoup trop importante pour tenir sur un document Excel ou même être emmagasiné dans un seul ordinateur. On parle aussi de haute vélocité, c'est-à-dire d'une agrégation de données, d'une analyse de données qui peut être faite très rapidement, voire en temps réel. On parle de haute variété. Les données peuvent provenir de différentes sources. On peut essayer de croiser des données qui ont a priori pas de lien entre elles pour essayer d'établir des corrélations inusitées. Donc, par exemple, on pourrait vouloir étudier le temps de jeu des joueurs en fonction de la météo. Ensuite, Rob Kitchen ajoute à ces variables-là, à ces caractéristiques-là du big data, l'exhaustivité. Alors, il nous dit plutôt que d'étudier un phénomène avec un échantillon représentatif de la population concernée avec une certaine marge d'erreur, ben, on étudie les données provenant de tous les individus qui font partie de cette population-là. Alors, ça réduit la marge d'erreur à peu près zéro. Il nous parle aussi de fine résolution, donc il nous dit que les analyses big data sont plus précises, plus justes et plus rigoureuses que des analyses faites avec un échantillon représentatif de la population. Il nous parle de relationnalité, parce que il s'agit toujours dans les analyses big data de mettre en relation des variables pour voir s'il y a des liens entre elles, des corrélations. Et enfin, il utilise le terme flexibilité pour décrire les analyses big data parce qu'on peut toujours ajouter des ensembles de données à n'importe quel moment dans l'analyse si on veut justement essayer de tester des nouvelles corrélations et voir créer des liens inusités. Alors, il y a plusieurs disciplines qui se sont intéressées au game analytics et au big data, que ce soit le marketing, l'interaction humain-machine, tout le domaine de la statistique, de l'informatique et récemment même les sciences humaines. Et depuis quelques années, l'industrie du jeu a de plus en plus recours à ces techniques-là pour analyser les comportements des joueurs en jeu afin d'améliorer l'expérience de jeu des joueurs, mais aussi d'augmenter la profitabilité des jeux parce que ça va souvent ensemble. Si les joueurs ont une meilleure expérience de jeu, ils vont rester dans le jeu plus longtemps, ils vont faire plus d'achats intégrés, ils vont convaincre certains de leurs amis de jouer au jeu. Donc, qui dit améliorer l'expérience de jeu des joueurs dit aussi améliorer la profitabilité du jeu. Alors, certains chercheurs en Game Studies ont aussi recours au Big Data pour étudier le comportement des joueurs et à des fins d'élaboration, de développement des connaissances et non à des fins mercantiles. On va parler plus en détail des implications méthodologiques de la technique Big Data. Les techniques d'analyse Big Data introduisent un véritable changement de paradigme dans la manière de mener des recherches.
Il requiert que les chercheurs apprennent à gérer l'abondance et à accepter le désordre. Pourquoi? Ben, les chercheurs travaillent habituellement à partir d'échantillons. Donc, ils vont constituer une base de données euh, en allant sélectionner des individus au profil sociodémographique qui représentent de façon proportionnelle la population à l'étude. Or, quand on fait une recherche big data, on n'a pas besoin de constituer d'échantillons parce qu'on a accès aux données de l'entièreté de la population, donc de tous les individus qui constituent cette population à l'étude-là. Ensuite, les chercheurs ont l'habitude de nettoyer leur base de données pour enlever des éléments atypiques. Par exemple, si j'ai passé un sondage auprès d'une centaine de personnes et que j'ai deux, trois personnes qui ont toujours répondu les mêmes choses à toutes les questions, on a répondu à des questions à choix multiples, par exemple A, A, A ou B, 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 ben, je peux considérer qu'il s'agit d'une anomalie, que la personne a probablement répondu au sondage un peu n'importe quoi pour s'en débarrasser et je vais le retrancher de mon échantillon. Or, quand on fait de la recherche big data, on ne fait pas ce genre de nettoyage-là parce que d'abord, ce serait trop fastidieux avec des millions de répondants, des millions d'individus, mais aussi parce que les cas atypiques ne font pas le poids. Quand on a 1 million d'individus dans notre bassin de données, ben, qu'il y ait une centaine d'anomalies, ça ne viendra pas vraiment changer les résultats. Donc, les chercheurs doivent apprendre à composer avec cette nouvelle façon de procéder pour faire de la recherche. Ensuite, ce qu'on peut faire différemment avec l'analyse big data par rapport à ce que les chercheurs avaient l'habitude de faire, c'est de conduire des recherches, de mener des recherches sans question préalable. On peut tout simplement recueillir les données et essayer de croiser toutes sortes de variables pour voir s'il pourrait y avoir un lien entre certaines d'entre elles. Donc, on n'est pas obligé d'avoir des questions au préalable quand on a un ensemble de données et des algorithmes à travers lesquels les passer. Donc, on est vraiment dans une approche où il s'agit de tirer des conclusions à partir des données, c'est une approche inductive, plutôt qu'une approche qui consisterait à venir tester des théories avec des données, ce qui est une approche plus, ce qu'on appelle déductive. Et c'est une approche qui requiert d'utiliser des centaines d'algorithmes plutôt que d'en choisir seulement quelques-uns sur la base d'une sélection minutieuse comme les chercheurs avaient l'habitude de le faire. Alors, les analyses big data, pour toutes ces raisons-là, viennent vraiment changer de façon profonde la manière de faire de la recherche. Alors, quels sont les avantages du big data? Ben, d'abord, ils permettent de réduire les risques d'erreurs et de biais liés à l'échantillonnage. Par le passé, plusieurs études se sont révélées erronées en raison de les techniques d'échantillonnage. Donc, par exemple, il y avait des sondages sur les intentions de vote qui avaient été faits via des lignes téléphoniques résidentielles et donc qui n'incluaient pas dans leurs échantillons les plus jeunes générations qui possédaient un cellulaire et qui auraient tendance à voter davantage pour un parti qu'un autre. Alors ça, c'est très problématique. Il faut dire par contre que les techniques big data nécessitent quand même une certaine prudence parce que on va colliger des données, par exemple, seulement sur Internet. Donc, colliger des données seulement sur Internet, ça ne permet pas de sonder l'opinion de plus vieilles, de personnes plus âgées qui vont moins sur Internet. Et donc, on ne peut pas, par exemple, utiliser des données de Twitter pour sonder l'entièreté de la population parce que ce n'est pas l'entièreté de la population qui est sur Twitter. Donc, il faut faire attention à l'interprétation qu'on fait de nos données et les remettre en contexte avec les gens qui utilisent la plateforme sur lesquelles on a collecté les données. L'autre avantage du big data, c'est que ce type d'analyse-là fournit l'occasion de faire des prédictions en identifiant des patterns qui risquent de se répéter et ça peut faciliter une certaine prise de décision, une mise en place d'actions, comme par exemple faire des recommandations de jeux à des joueurs. Mais ça, on y reviendra un petit peu plus tard. Ensuite, ça permet, le big data, de prendre en considération des données qui étaient jadis perçues comme du bruit, donc comme des anomalies. Ça permet de détecter des comportements atypiques de certains individus qui se distinguent, se démarquent des comportements de l'ensemble
Et on peut faire ça quand on est à la recherche, par exemple, de fraudeurs ou de terroristes. Et dans le cas des jeux, ben, on pourrait se servir du big data pour identifier, par exemple, des tricheurs ou encore des joueurs surdoués. Ensuite, le big data a comme avantage de donner accès à des données qui seraient autrement inaccessibles. Donc, quand on fait des sondages, des questionnaires ou toute autre méthode qui pose des questions aux joueurs, on a des résultats qui relèvent toujours de leur perception, de leur opinion, de leur propre interprétation. On n'a jamais accès vraiment à ce qui se passe dans les faits parce que les résultats sont toujours médiatisés par la perception des joueurs. Or, les analyses big data, dans certains cas, permettent d'outrepasser cette subjectivité-là. Dans une recherche récente, par exemple, on a vu que le temps de jeu perçu par les joueurs était différent du temps de jeu réel. Donc, les joueurs avaient tendance à surestimer le nombre d'heures qu'ils passaient à jouer par semaine, alors que les données enregistrées permettaient d'avoir une information plus précise sur le temps qu'ils passaient dans un jeu à chaque semaine. Et finalement, ben, les analyses big data permettent de trouver des corrélations auxquelles personne n'avait pensé. Donc, puisqu'on peut faire de la recherche sans nécessairement poser les questions à l'avance, ben, on peut trouver certains liens, comme par exemple le lien entre le temps passé dans un jeu et la météo, si on avait décidé de croiser ces deux ensembles de données-là, par exemple. Comme disait Jeff Jonas, scientifique en chef chez IBM, faire des analyses big data, c'est un peu comme pêcher, on ne sait jamais trop sur quel poisson on va tomber. L'une des grandes difficultés que rencontrent les chercheurs qui travaillent avec cette méthode de big data, c'est de conférer un sens aux données massives qui sont souvent très chaotiques. Et c'est pourquoi beaucoup d'énergie a été consacrée ces dernières années au développement des techniques de visualisation de données qui peuvent prendre la forme de heat map, par exemple. Ici, on voit où est-ce que les joueurs sont situés sur la carte, où est-ce qu'ils passent le plus de temps. Ensuite, on a aussi toutes sortes d'outils de visualisation qui nous permettent de voir quels sont les mouvements de souris effectués par les joueurs et où est-ce que les joueurs placent leur curseur, où est-ce que les joueurs cliquent le plus souvent. On a toutes sortes d'autres façons de représenter les données qui peuvent nous aider à les interpréter et à voir quels sont les liens entre elles. Alors, quelles sont les limites de la technique Big Data? Ben, d'abord, et c'est important de le comprendre, c'est une technique qui permet d'établir des corrélations, donc d'établir qu'il y a coprésence de deux variables, de deux phénomènes, mais ce n'est pas une technique qui permet d'établir des relations de causalité. Donc, on ne peut pas décréter qu'une variable est la cause de l'autre, comme par exemple la cigarette serait la cause du cancer des poumons. Et c'est difficile de se limiter aux corrélations quand on est chercheur parce que l'être humain a une tendance naturelle à vouloir poser des liens de causalité. Euh, Par contre, quand on fait de l'analyse big data, ben, il faut être très prudent dans l'analyse des résultats. Il faut vraiment accepter l'idée qu'on peut identifier deux phénomènes qui vont de pair, mais sans savoir lequel est la cause de l'autre. Et interpréter des corrélations comme des liens de causalité, ça peut donner lieu à des erreurs grossières. Récemment, moi, j'ai vu passer une recherche dont le titre laissait croire que passer beaucoup de temps à jouer menait au bonheur. Or, c'était une analyse qui était réalisée avec des données massives et les chercheurs ne semblent pas avoir pris en considération le fait que c'était aussi possible que les gens qui jouent à des jeux vidéo ou qui jouent beaucoup à des jeux vidéo sont des gens heureux. Or, l'analyse Big Data, comme je disais tout à l'heure, ne permet pas d'établir laquelle des variables est la cause et laquelle est l'effet. Alors, c'est pas possible de décréter avec une analyse Big Data que jouer à des jeux vidéo, ça rend heureux. Maintenant, une autre limite de la méthode, c'est que ça permet de comprendre le quoi et le comment d'un phénomène, mais pas le pourquoi. Donc, on arrive à identifier certains comportements faits par les joueurs et comment ils ont procédé pour se sortir de tel pétrin, par exemple, mais on ne peut pas vraiment identifier toujours le pourquoi ils ont fait certaines actions, pourquoi ils ont pris certaines décisions. Dans le texte de Yi et compagnie que vous aviez à lire pour aujourd'hui,
Mais les chercheurs avaient constaté que les femmes et les joueurs plus âgés qui jouaient le matin préféraient le mode exploratoire, alors que les hommes plus jeunes qui jouaient le soir préféraient le mode player versus player. Pourquoi? Ben ça, l'analyse n'arrivait pas à l'expliquer parce que c'est une des limites de la méthode. Alors, on peut décréter certaines choses, mais on ne peut pas fournir d'explications à l'égard de ces choses-là sans aller interroger les joueurs puis essayer de comprendre mais pourquoi ils préfèrent euh, ce type de jeu-là et pourquoi c'est lié au fait qu'ils soient des hommes, qu'ils soient plus jeunes et qu'ils jouent le soir. Ensuite, une autre limite de la méthode, c'est que ça demeure un calcul de probabilité et non des certitudes. Donc, c'est assez précis comme technique pour envoyer des listes de recommandations de jeux à des joueurs, mais on ne s'en servirait pas pour arrêter des gens, par exemple, comme c'est le cas dans le film Minority Report avec Tom Cruise. Alors, c'est pas, on n'arrive jamais à des certitudes avec cette méthode-là, même si les biais et les risques et les marges d'erreur liées à l'échantillonnage sont assez réduites. Parce que aussi, il y a toujours un risque d'être trompé par le hasard, par les corrélations qui ne sont que le fruit du hasard. Il y a un site internet assez cocasse d'ailleurs qui relève différentes corrélations fallacieuses, donc des corrélations qui seraient le simple fruit du hasard. Et vous allez voir, c'est des choses un peu ridicules pour nous faire justement comprendre que c'est le fruit du hasard. Alors, comme vous voyez, là, les courbes du nombre de divorces dans l'État du Maine et la courbe de la consommation de margarine par capita sont corrélées. Ensuite, le nombre de personnes qui se noient dans une piscine est corrélé avec le nombre de films dans lesquels Nicolas Cage apparaît. L'âge de Miss America est corrélé avec le nombre de meurtres par vapeur d'eau et d'objets brûlants. Donc, c'est un petit peu ridicule, mais ça nous montre bien que certaines corrélations peuvent tout simplement être le fruit du hasard. Alors, encore une fois, il faut faire preuve de nuance et de prudence quand on interprète des résultats big data. Alors, l'analyse Big Data, elle est suffisamment précise pour faire des recommandations d'achat aux consommateurs, mais pas suffisamment précise pour procéder à des opérations aussi délicates que lancer une fusée dans l'espace. Si l'algorithme se trompe pour faire des recommandations d'achat, ben, ce n'est pas la fin du monde, alors que si l'algorithme se trompe pour lancer une fusée, ben, ça met des vies humaines en péril, en fait. Et ce n'est pas assez précis comme calcul de probabilité pour faire des opérations aussi délicates. Comme vous voyez ici, d'ailleurs, dans les suggestions que me fait Amazon, on a le jeu Barbie Dream House. Ben, c'est assez intéressant parce que c'est probablement influencé par des recherches que j'ai faites pour mon cours sur les jeux féministes, alors que je ne suis pas du tout intéressée par les jeux de Barbie et mes proches non plus. Et ça figure pourtant dans mon historique d'achat parce que les pistes ont été brouillées par toutes les recherches que j'ai faites pour monter mes cours et qui ne sont pas nécessairement révélatrices de mes préférences de jeu. Alors, l'algorithme ne peut pas vraiment savoir pourquoi je recherche certains jeux et que ce n'est pas nécessairement lié à un intérêt réel de ma part de jouer à ces jeux-là. Alors, les techniques Big Data ont permis aux compagnies de jeux de mettre en place un nouveau modèle de développement et de distribution des jeux qui consiste en fait à sortir le jeu en version partielle, donc on appelle une version bêta, et à collecter les données des joueurs puis à les analyser pour améliorer le jeu au fil du temps en faisant différentes mises à jour. Et c'est ce qu'on appelle un processus de design incrémentiel, donc un processus de design progressif qui est guidé par l'analyse des données des joueurs. Donc, les jeux sociaux, surtout ceux fonctionnant sur le modèle pay-to-play, sont souvent conçus selon ce processus-là. Il en va de même pour les jeux en ligne massivement multijoueurs qui procèdent de plus en plus avec le processus de design incrémentiel.
Dans l'académie, il y a aussi diverses applications, des techniques Big Data. Turo et Bocage ont mené en 2010 une étude d'assez grande envergure dans World of Warcraft qui était basée sur la récolte de 192 millions de données sur 18 millions de joueurs et 1,4 million de guildes. Et leur but, le but des chercheurs, c'était de catégoriser les différents types de guildes pour visualiser leur progrès. Il y a plusieurs autres recherches Big Data qui ont été menées à partir du jeu World of Warcraft. Pourquoi le jeu World of Warcraft? Ben, c'est parce que la compagnie Blizzard a rendu ses données publiques. Donc, ça a permis à différents chercheurs de faire des analyses Big Data à partir de ces données-là sans faire de partenariat direct avec la compagnie. Donc, il y a Duchesneau et compagnie en 2007 et Poor en 2005 qui se sont intéressés aux facteurs qui déterminent le succès d'une guilde. Duchesneau et compagnie en 2006 qui se sont intéressés aux performances des joueurs en fonction de leur temps de jeu, aux courbes d'apprentissage des joueurs, à leur raison de quitter le jeu. Ensuite, Lewis et Wardrip Fruin en 2010 se sont intéressés à comment les classes, les objets et les équipements sont sélectionnés dans World of Warcraft. Et Yi et compagnie, dans le texte que vous aviez à lire pour aujourd'hui, ont étudié l'influence des caractéristiques sociodémographiques sur les comportements et les préférences des joueurs. Donc, ça vous donne une petite idée des applications qu'on peut en faire en étude du jeu. Plusieurs recherches Big Data menées en études du jeu vidéo ont été rendues possibles grâce à la collaboration directe avec des compagnies de jeux. L'étude de Duchesneau et Moore sur la variété d'interactions entre les joueurs dans Star Wars Galaxies, par exemple, a été faite en collaboration avec Sony. L'étude de Draken et compagnie sur les comportements des joueurs en fonction de leur performance dans Tomb Raider Underworld a été faite avec la collaboration étroite de Eidos. L'étude de Williams et compagnie sur les profils de joueurs et les stéréotypes de genre dans EverQuest 2 a été faite avec la collaboration de Sony. Et l'étude de Bonenfant et compagnie sur l'identité et les interactions sociales dans le jeu Facebook Big Story Little Heroes a été faite avec l'étroite collaboration de Vandal Games. Dans le cas de Tomb Raider, les chercheurs ont pu utiliser le programme Eidos Metrics et dans le cas d'EverQuest 2, Sony a ouvert sa base de données à l'équipe de chercheurs. Dans le cas de l'étude de Maude Bonenfant, Fabien Richert et Patrick Deslauriers, la collaboration avec Vandal Game, qui est une start-up de Montréal, leur a permis d'obtenir une copie de la base de données du jeu contenant des informations aussi diverses que les caractéristiques sociodémographiques des joueurs, leurs actions dans le jeu, le nombre de fois qu'ils ont gagné ou perdu, l'argent qu'ils ont ramassé, la classe qu'ils ont sélectionnée, la durée des matchs, le nombre de joueurs impliqués, etc. Et puisqu'on va parler assez en détail de cette étude-là, ben, je vais vous décrire un petit peu le jeu Big Story Little Heroes. C'est un jeu disponible sur Facebook. C'est un jeu coopératif en temps réel basé sur le principe de la capture du drapeau. Donc, il s'agit de capturer le drapeau de l'équipe adverse durant des matchs qui durent environ 10 minutes. Les joueurs peuvent personnaliser leurs avatars et choisir leur classe qui vient déterminer leurs forces et les habiletés. Ils peuvent acheter des armes, des armures, parler à d'autres joueurs. Donc, le jeu réplique beaucoup de caractéristiques des jeux en ligne massivement multijoueurs, mais tourne vraiment autour du principe de la capture du drapeau. Alors, dans le cas de l'étude de Bonenfant et compagnie, c'est la base de données MySQL qui a été utilisée avec l'interface PHP-MyAdmin. Et les chercheurs ont exploré les données à partir du logiciel RapidMiner, qui est adapté aux recherches Big Data et qui peut être utilisé, entre autres, pour nettoyer les données, donc enlever les données qui sont atypiques, qui ont l'air d'être des anomalies. Je vous disais tout à l'heure que les chercheurs peuvent faire l'économie de ce nettoyage-là. Or, ici, dans le contexte de recherche, Bonenfant et compagnie ont décidé que c'était nécessaire de nettoyer les données. Ils ont aussi rapidement réalisé, durant leur processus de recherche, que les logiciels qu'ils utilisaient
dépassaient vraiment champ d'expertise et leurs compétences et que l'aide de chercheurs en informatique aurait pu être très utile pour faire face à la difficulté de se familiariser avec ces outils-là, les statistiques et les mathématiques que ça implique également et qui prennent souvent des années de pratique pour être parfaitement maîtrisés. Ben, les chercheurs ont décidé de se spécialiser, donc c'est vraiment se séparer les tâches et ça a eu comme aspect négatif de faire en sorte qu'ils n'arrivaient plus vraiment à comprendre ce que leurs collègues faisaient et donc que la communication et la coordination entre eux est devenue plus difficile. Donc, c'est toutes des limites qui sont énoncées dans leur article et c'est intéressant de voir à quel point les chercheurs en sciences humaines peuvent rencontrer plusieurs obstacles lorsqu'ils se donnent pour défi d'utiliser les outils Big Data. Alors, une particularité de l'étude de Bonenfant et compagnie, c'est l'utilisation de méthodes mixtes. Donc, on combine les avantages d'une approche qualitative avec les avantages d'une approche Big Data. Donc, pour comprendre les sentiments des joueurs par rapport au jeu, les chercheurs ont d'abord eu recours à l'analyse de contenu qualitatif de messages publiés par des joueurs sur des forums et ils ont fait un encodage manuel de ces discours-là. Et ils ont combiné cette méthode qualitative-là à une méthode quantitative qui est appelée le opinion mining ou sentiment analysis, qui consiste à analyser une grande quantité de données discursives, donc une grande quantité de discours, pour en déduire les sentiments qui sont exprimés à travers ces discours-là. Divers logiciels comme We Are Famous, SensiWordNet permettent d'évaluer la positivité ou la négativité qui se dégage de textes grâce à une analyse sémantique et lexicale automatique, donc une analyse des mots et de leur syntaxe, qui permet d'identifier des phrases ou des mots préalablement associés à certaines émotions ou d'indiquer leur polarité en prenant compte évidemment des nuances du langage et des synonymes de certains mots. L'étude de Bonenfant et compagnie s'intéressait aux liens entre le leadership des joueurs en jeu et hors jeu et les comportements des joueurs en jeu et hors jeu. Donc, ce que les chercheurs ont fait, c'est qu'ils ont identifié les leaders sur des forums à travers les discours qu'ils tenaient. Et ils ont ensuite retracé ces leaders d'opinion-là dans le jeu pour analyser leur comportement. Ils ont également identifié les joueurs les plus actifs dans le jeu grâce à des algorithmes, puis ont retrouvé ces joueurs-là sur les forums et ils ont classifié leurs publications dans des catégories comme sarcasme, humour, opinion, question, au moyen d'un encodage manuel. Et le croisement de ces deux méthodes-là a non seulement permis aux chercheurs d'obtenir des explications complémentaires aux informations obtenues à partir des analyses quantitatives, mais aussi d'identifier certaines irrégularités dans les données obtenues par le biais des méthodes quantitatives. Il y avait plusieurs défis à relever au cours de cette étude-là. D'abord, faire coïncider les intérêts de la compagnie de jeu qui était plutôt mercantile et orientée vers l'idée de faire davantage de profit en améliorant le jeu, et les intérêts des chercheurs qui, eux, voulaient faire avancer la connaissance dans le domaine des études du jeu vidéo. L'autre défi à relever, c'était de respecter les secrets industriels de la compagnie tout en préservant sa liberté académique. Et enfin, il fallait aussi respecter les priorités des chercheurs tout en donnant des conseils à la compagnie pour, en quelque sorte, les remercier d'avoir donné accès aux données aux chercheurs. Donc, ça requiert ce partenariat chercheur et industrie du jeu, une espèce d'adaptation de chaque partie à l'autre, de concession. Il est nécessaire, disent les chercheurs, d'établir une bonne communication dès le début du projet et une bonne relation de confiance qui s'effectue grâce à la transparence, donc d'être vraiment transparent sur les objectifs de part et d'autre et les besoins de part et d'autre. Les obstacles qu'ont rencontrés les chercheurs plus précisément, c'était d'être dépendant de la compagnie pour avoir accès aux données.
Ils se sont vus refuser l'accès aux données sur la monétisation, par exemple, que la compagnie voulait garder secrète, ce qui soulève l'importance d'établir un partenariat avec des compagnies avant que les données soient prélevées et en fonction des objectifs des deux parties, donc des objectifs à la fois de la compagnie et à la fois des chercheurs. L'autre obstacle rencontré, c'était que les chercheurs étaient restreints aux requêtes qui avaient été faites par la compagnie, puisque ce ne sont pas les chercheurs qui ont généré la cueillette des données, ben, ils ont dû composer avec ce que la compagnie a sélectionné, a décidé de collecter. Encore une fois, ça démontre la nécessité d'établir une bonne communication avec la compagnie dès le début de la collaboration. Et ça nécessite aussi que les chercheurs jouent au jeu qu'ils étudient pour bien comprendre les subtilités du jeu, pour se familiariser avec la communauté de joueurs. Les chercheurs nous disent dans l'article que lire la Bible du jeu, c'est pas suffisant pour mener une recherche big data parce que ça ne permet pas de comprendre quelles tactiques il est possible de développer dans le jeu, quelles faiblesses ont chaque classe, la manière avec laquelle les joueurs peuvent communiquer et interagir, etc. Donc, c'est vraiment important de jouer au jeu étudié. L'autre obstacle rencontré, c'est l'investissement de temps considérable pour nettoyer la base de données. Et ce qu'ils ont constaté, les chercheurs, c'est qu'il y avait quand même des erreurs qui se glissaient dans leur base de données. Par exemple, certains joueurs avaient un pointage négatif ou semblaient avoir joué leur premier match avant même d'avoir créé leur avatar, alors que c'est impossible. Donc, à moins d'avoir suffisamment de données pour diluer ces anomalies, ces profils atypiques, ben, les données anormales doivent être retranchées de la base de données. Et dans ce cas-ci, les chercheurs ont jugé qu'ils n'avaient pas suffisamment de données pour conserver les anomalies. Donc, ils ont dû tout nettoyer, la base de données, et ça a été un processus assez long et ennuyeux. Il est parfois difficile aussi, nous disent-ils, de nettoyer, de retrancher un résultat suspect ou impossible. Dans la recherche, il y avait certains joueurs qui avaient atteint le niveau 80 en une très courte période de temps et c'est très peu probable, mais c'est pas impossible. Alors, puisque les chercheurs n'avaient pas vraiment la preuve que c'est impossible d'atteindre le niveau 80 en cette courte période de temps, ben, ils ont décidé de conserver ces données-là dans la base de données. Les chercheurs doivent aussi retirer les données qui sont générées par les employés de la compagnie qui, eux, jouent avec un avantage anormal. Donc, l'autre défi à relever, c'est de recouper les données qualitatives et quantitatives qui n'ont pas le même format. Les pseudonymes utilisés par les joueurs sur les forums n'étaient pas toujours les mêmes que ceux utilisés dans le jeu. Donc, ça créait des difficultés d'établir le lien puis de retracer un joueur identifié sur le forum dans le jeu. Et ça soulève l'importance de bien définir ses objectifs de recherche à l'avance en fonction de ce qui est possible de faire avec les données disponibles. Parlons maintenant des implications épistémologiques des analyses big data, c'est-à-dire les impacts que ce type d'analyse-là a sur nos conceptions de ce qui est une connaissance valide et sur la manière dont on construit les savoirs. Selon l'approche empiriste qui prédomine dans le domaine des affaires, du marketing et de la finance, les analyses big data enrayent l'utilité de la méthode scientifique basée sur des théories et des hypothèses qu'il s'agirait de valider ou d'invalider. C'est d'ailleurs cette façon de penser-là qui a poussé Chris Anderson, à l'époque éditeur en chef du Wired Magazine, à écrire l'article au titre provocateur The Data Deluge Makes the Scientific Method Obsolete. Or, cette approche est basée sur un raisonnement erroné, car les analyses big data et leurs algorithmes sont fondés sur des théories. Les algorithmes ne proviennent pas de nulle part, elles sont constamment améliorées grâce à des expériences scientifiques. Et dans cette optique, il est nécessaire de se demander sur quel modèle théorique les recherches big data s'appuient plutôt que de nier l'utilité de tout modèle théorique. Les chercheurs utilisent aussi des théories et des concepts existants pour interpréter les données massives. Les données massives ne parlent pas d'elles-mêmes, il faut invoquer certaines théories pour les faire parler.
Et finalement, les chercheurs utilisent l'analyse Big Data pour identifier des questions de recherche qui seraient intéressantes à poser et pour formuler des hypothèses qui pourraient être testées dans des recherches expérimentales. Donc, dans cette optique, il est nécessaire de se demander à quelle théorie les analyses Big Data donnent lieu plutôt que de clamer la fin de la théorie. Selon l'approche empiriste qui prédomine dans le domaine des affaires, les analyses Big Data parleraient d'elles-mêmes et elles seraient objectives. Chris Anderson disait We can throw the numbers into the biggest computing clusters the world has ever seen and let statistical algorithms find patterns where science cannot. Tyken, lui, disait Metrics are objective, can be collected in large numbers and mapped to specific points in a game. In comparison, player based feedback has much less resolution and is inherently biased due to individual preferences. Ça revient un peu à penser que les analyses Big Data sont exempts de tout biais humain et que le sens des chiffres émane directement des données, comme si elles offraient un accès direct à la réalité sans qu'il y ait aucune médiation entre les chercheurs et leur objet de recherche. Cette conception n'est pas sans rappeler l'allégorie de la caverne de Platon qui raconte l'histoire d'hommes enchaînés dans une caverne qui n'ont jamais vu la lumière du jour et qui n'ont vu des choses qui composent la réalité que des ombres projetées sur le mur par un feu allumé derrière eux. Lorsque certains d'entre eux se sont finalement libérés de leur chaîne et ont vu pour la première fois la lumière du soleil, ils ont à peine pu le supporter et refusaient de croire ce qu'ils voyaient. Mais Platon, lui, dit que les hommes doivent persister et finalement, ils pourront voir le monde dans sa réalité. C'est une allégorie qui illustre à quel point nos sens sont trompeurs, à quel point nous n'avons pas accès à la réalité directement puisque nos sens sont toujours là pour créer une médiation entre la réalité et nous-mêmes. Et dans l'idéal de Platon, ben, il était nécessaire d'outrepasser la perception de nos sens pour arriver à rejoindre le monde des idées, pour atteindre la vérité. Donc, il était nécessaire de sortir de cette fameuse cave. Alors, si on reprend un peu l'idée du big data en lien avec cette allégorie-là, ben, ce serait comme de dire que l'analyse big data permettrait aux gens de couper les chaînes qui les empêchent de voir directement la réalité, d'avoir un accès direct à la vérité. Or, on le sait bien, les analyses big data ne fournissent pas d'accès direct à la vérité. Non seulement les algorithmes ne sont pas neutres, ils sont créés par des gens qui ont des biais, des croyances, des priorités, mais aussi la manière avec laquelle les bases de données sont constituées, sont analysées en fonction d'intérêts, d'objectifs spécifiques, vient influencer considérablement les résultats. Dans l'étude sur Big Stories, Little Heroes, par exemple, les chercheurs ont défini la catégorie des meilleurs joueurs comme ceux qui avaient joué au moins 100 matchs avec un taux de réussite de 80 ce qui est une délimitation en fait un peu arbitraire et subjective de ce qui est un bon joueur, un des meilleurs joueurs. Et la délimitation aurait pu, si ça avait été une autre équipe de chercheurs, être faite autrement et influencer considérablement les résultats. Avec l'analyse Big Data, on peut avoir l'impression que la machine fait tout le travail, mais les analyses Big Data impliquent une intervention humaine, que ce soit pour décider quelles données recueillir, nettoyer les données ou interpréter les corrélations établies par les algorithmes. Et tout ça se fait en fonction d'objectifs particuliers. Dans le cas de la recherche sur Big Stories, Little Heroes, par exemple, la compagnie avait omis de recueillir des informations sur les amitiés Facebook et sur les échanges que les joueurs pouvaient avoir sur le chat de Facebook, ce qui a assurément un impact sur la manière d'analyser les interactions entre les joueurs. Puis il y avait tout un pan de la réalité des joueurs qui n'était pas pris en considération dans l'analyse Big Data. Et il faut garder à l'esprit aussi que la richesse de la vie sociale, elle est souvent perdue lorsqu'elle est traduite en données numériques. L'interprétation des données massives ne peut donc pas être faite par n'importe qui, par des gens qui seraient en dehors du domaine d'études ou des gens qui ne comprendraient pas les limites des techniques d'analyse big data.
Les analyses big data ne peuvent pas non plus être faites en dehors de tout contexte. Les chercheurs doivent garder en tête toutes les variables contextuelles qui sont susceptibles d'influencer les résultats. Dans le cas de la recherche sur Big Stories, Little Heroes, par exemple, les chercheurs devaient constamment contextualiser l'interprétation des données des joueurs en fonction des différentes mises à jour qui étaient faites dans le jeu. Alors, la métaphore du data mining qui est souvent présente dans les écrits sur le big data, game analytics, ben, elle induit en erreur parce que les données, ce ne sont pas des ressources naturelles à découvrir. Elles sont générées, collectées, nettoyées et interprétées par des esprits humains et par des technologies créées par l'humain. Elles sont des représentations, donc les analyses big data partiales et partielles du monde qui, à certains égards, sont plus précises que celles obtenues à partir d'autres méthodes à échantillonnage, mais certainement pas des copies conformes de la réalité ou des accès directs à la réalité. Si la corrélation est suffisante pour les gens du domaine des affaires, c'est parce qu'ils utilisent le big data pour faire du profilage, pour faire de la publicité, plutôt que pour faire avancer la science en créant des connaissances. Ils veulent prédire les comportements des consommateurs, leurs habitudes d'achat, plus qu'ils veulent comprendre le monde. Alors, pour eux, c'est une très bonne technique. Mais en science, chez les chercheurs, ben, il faut faire preuve davantage de prudence. Selon l'approche empiriste qui domine dans le domaine des affaires, de la finance et du marketing, plus les données sont nombreuses, plus précis seront les résultats et plus les prédictions effectuées par les algorithmes seront susceptibles de se réaliser. Donc, on part vraiment de l'idée dans le domaine des affaires que the bigger, the better. L'idée selon laquelle la qualité émerge de la quantité peut toutefois être remise en question. C'est un espèce de fantasme ultime de croire que plus de données mènent à la vérité et qu'on va pouvoir un jour peut-être enregistrer toutes les données du monde et les mettre en relation avec des millions d'algorithmes pour faire des découvertes inusitées. Mais on peut vraiment se demander, est-ce que tout peut être quantifié? Est-ce que l'entièreté de l'expérience humaine, l'expérience des joueurs dans le cas qui nous intéresse, peut vraiment être traduite sous forme de chiffres et de statistiques? Beaucoup de chercheurs qui ont travaillé avec des données massives ont conclu qu'au contraire, il est nécessaire de restreindre la grosseur d'une base de données en fonction de ses objectifs de recherche et de bien la nettoyer pour générer des résultats significatifs. Dans l'étude sur Big Stories, Little Heroes, par exemple, les chercheurs ont décidé d'étudier la performance seulement auprès des joueurs ayant joué plus de 10 matchs pour éliminer les joueurs qui ne se seraient pas rendus à l'étape de la performance. La présence de plus en plus fréquente d'analyses big data dans le domaine vidéoludique vient un peu normaliser la manière avec laquelle les comportements des joueurs sont représentés à l'aide de variables prédéterminées et les catégories standardisées qu'on utilise dans ce type d'études-là ne sont parfois pas les mêmes que celles avec lesquelles on réfléchit en sciences humaines. Ensuite, les analyses big data peuvent nous donner des renseignements sur les comportements des joueurs, mais encore une fois, il faut garder en tête qu'elles ne peuvent pas expliquer comment et pourquoi ces comportements se manifestent. Quelques pistes de solutions pour essayer de s'attaquer aux problèmes soulevés par le big data sur le plan épistémologique. D'abord, adopter une approche interdisciplinaire qui combinerait l'expertise des sciences humaines à celle des informaticiens. Se servir des analyses big data en combinaison avec d'autres méthodes, donc des méthodes qui seraient soit qualitatives ou quantitatives et ne pas se laisser aveugler par ces outils qui sont fascinants, qui sont vraiment à la fine pointe de la technologie et qui permettent effectivement de faire des choses grandioses qu'on n'aurait pas pu espérer avant en recherche, mais il faut préserver un esprit critique sur les limites de ces recherches-là. Alors, parlons maintenant des implications éthiques du big data et du game analytics. Voyons ces méthodes sous l'angle des principes moraux qui guident nos actions, nos relations dans le monde. Voyons ces méthodes sous l'angle de nos conceptions du bien et du mal.
En ce qui concerne la collecte des données des joueurs en jeu, les compagnies et les chercheurs qui ont recours aux méthodes Big Data devraient se demander non pas quelles pratiques sont légales, mais plutôt quelles pratiques sont légitimes sur le plan éthique. Les compagnies de jeux vidéo ont deux grandes motivations pour avoir recours à l'analyse Big Data. La première, améliorer l'efficacité du design et l'expérience du joueur, et la seconde, améliorer les techniques de monétisation et la profitabilité du jeu. Mais comme le fait remarquer Canossa, les deux motivations sont souvent alignées. L'efficacité du design et l'expérience du joueur vient généralement augmenter la profitabilité d'un jeu, mais les deux motivations ne viennent malheureusement pas systématiquement de pair. Euh, Canossa, qui a travaillé dans l'industrie du jeu, nous dit que la priorité de l'industrie, ça demeure presque tout le temps la monétisation et la profitabilité du jeu. Vous avez ici un extrait du contrat de service de la compagnie Rockstar Games. Vous savez, ces longs textes avec des tout petits caractères qu'on serait censé lire avant de consentir jouer à un jeu. Or, on ne les lit pas souvent parce que ce sont des textes écrits dans un langage assez indigeste et qui ont tendance à toujours pas mal répéter les mêmes choses. Je ne vous lirai pas l'entièreté ici du paragraphe, mais ce que ça dit, grosso modo, c'est que Rockstar Games peut partager vos données avec à peu près n'importe qui à sa guise pour faire à peu près n'importe quoi. Et je vous lis la dernière phrase du paragraphe. If you don't want your information used or shared in this manner, then you should not use the software. Alors, les joueurs n'ont pas vraiment le choix de partager leurs données avec les compagnies, peu importe ce que les compagnies feront avec ces données, s'ils veulent jouer au jeu, s'ils veulent se réclamer du droit d'utiliser le logiciel. Quelques problèmes éthiques liés à la collecte des données des joueurs. Eh bien, d'abord, les joueurs ne sont pas toujours récompensés en échange de leurs données. Donc, leurs données ne servent pas toujours à améliorer le design du jeu et donc à rendre leur expérience de jeu plus agréable. Alors, parfois, le partage de données de la part des joueurs se fait sans en tirer quelconque bénéfice. Ensuite, les contrats de service, on l'a vu avec celui de Rockstar Games, ne spécifient pas la plupart du temps ce qui sera prélevé et à quoi serviront les données. Donc, les joueurs ne savent pas vraiment à quel point leurs données seront collectées, pour quelles raisons, comment la compagnie s'en servira. Et ça fait en sorte qu'ils ne peuvent pas vraiment donner un consentement éclairé sur leur accord à partager leurs données de telle façon. Et ensuite, et encore une fois, on l'a vu avec le contrat d'utilisation de Rockstar Games, les joueurs n'ont pas vraiment d'alternative valable. Donc, la seule option qui s'offre à eux si ils ne souhaitent pas partager leurs données, ben, c'est de ne pas jouer au jeu. Et ensuite, contrairement à ce qui est une règle d'or dans le domaine de l'éthique de la recherche, ben, les joueurs ne peuvent pas décider de se retirer du bassin de données. Donc, ils ne peuvent pas écrire à la compagnie pour leur dire je ne souhaite pas que vous utilisez mes données à des fins de recherche, alors que dans la recherche universitaire, il faut toujours laisser à nos participants la possibilité de se retirer des études par la suite s'ils le souhaitent. Et finalement, un autre problème, c'est la culture secrète des compagnies de jeux qui fait en sorte que les chercheurs n'ont pas accès aux données des joueurs et donc ne peuvent pas faire des recherches à partir des données qui pourraient, par exemple, venir nuancer une théorie ou une affirmation faite par une compagnie de jeux. Les autres problèmes qui sont engendrés par les techniques de collecte de données Big Data, ben, c'est d'abord qu'elles compromettent la liberté de choix du consommateur. Donc, les techniques de profilage et les publicités ciblées qui viennent de pair avec ces techniques-là mènent en quelque sorte à la manipulation des consommateurs. On ne choisit plus vraiment ce qu'on consomme de manière éclairée parce qu'on reçoit constamment des messages du genre voici les jeux que vous devriez aimer. Et donc, on est manipuler à consommer certains produits qui seraient supposément choisis sur mesure pour nous. Ensuite, les techniques de collecte de données Big Data viennent compromettre notre droit à la vie privée.
pour les raisons que j'ai mentionnées plus tôt. Et d'ailleurs, ça a poussé certaines personnes, comme l'informaticien Ian Brown, à se demander Is it research or it's spying? Donc, on se demande carrément est-ce que c'est de l'espionnage? Certains vont dire que c'est pas très grave que les données personnelles des joueurs soient collectées parce qu'elles sont anonymisées, parce qu'on n'associe pas les données au nom des personnes. Mais reste que l'ensemble des actions que vous faites au quotidien de manière répétitive, elle est très singulière. C'est très singulier. Vous avez une manière unique d'agir qui fait que vous êtes un être humain singulier. Et c'est en fait toute la somme de ces petites actions-là qui fait votre personnalité, qui sont récoltées et qui servent à établir votre profil. Donc, les compagnies ne relient pas ces données à votre nom, mais ils ont votre profil dans toute sa particularité, dans toutes ses, son caractère unique. Et c'est à partir de ce profil-là qu'ils vont déterminer les offres de publicité, de services et de produits qu'ils vous envoient. Donc, ça détermine aussi, en fait, l'information à laquelle vous avez accès, les jeux qu'on vous propose. Ensuite, un dernier problème éthique relié à la technique de collecte de données Big Data, ben, c'est qu'elles viennent un peu compromettre l'égalité des chances entre les compagnies. Une compétition un peu inéquitable s'installe entre les compagnies, les grosses compagnies qui ont accès à ces techniques de collecte de données-là et les plus petites compagnies qui n'ont pas vraiment les moyens de réaliser des analyses Big Data. Alors, en lien avec toutes ces problématiques liées à la protection de la vie privée est né le concept de data veillance, c'est-à-dire la surveillance systématique d'un groupe de personnes à partir de l'ensemble de leurs données personnelles pour réguler leur comportement. La data veillance, elle est fondée sur 4 catégories d'actions qui se complémentent et qui contribuent au succès les unes des autres en fonctionnant dans une espèce de boucle de rétroaction que vous voyez à l'écran. La première étape, c'est l'étape d'enregistrement des données. La deuxième, c'est l'étape d'identification des personnes, de profilage, de traçabilité, du genre géolocalisation. La troisième étape, c'est l'analyse des données avec des algorithmes variés qui font émerger des patterns, des corrélations, des prédictions sur la base de laquelle se fait ensuite une manipulation des comportements, c'est-à-dire une influence intentionnelle des actions des gens en offrant des incitatifs monétaires, des promotions personnalisées, un système de récompense, etc. Et suite à l'implémentation des recommandations faites par l'analyse des algorithmes, ben, la nouvelle information est collectée et est analysée pour à nouveau manipuler les comportements des gens et c'est une boucle qui se reproduit constamment. Parlons maintenant de ceux et celles qui sont directement concernés par la collecte des données comportementales en jeu, c'est-à-dire les joueurs eux-mêmes. Est-ce qu'ils sont irrités de ces collectes-là ou bien ils sont plutôt indifférents? Qu'est-ce qu'ils en pensent? Quelle est leur opinion sur le sujet? Bien, selon une étude de Canossa, les joueurs étaient, lorsque les premières analyses Big Data ont été implantées, assez enthousiastes. Ils participaient de façon volontaire parce qu'ils se sentaient récompensés euh, pour le partage de leurs données. Ils sentaient que leurs données étaient utilisées pour améliorer le design du jeu et par le fait même leur expérience de jeu. Alors, ils s'y soumettaient vraiment avec enthousiasme. Par la suite, quand ils ont commencé à réaliser que les données ne servaient pas toujours à améliorer les designs de jeu et les expériences des joueurs, bien, ils se sont mis à être très sceptiques, voire à totalement rejeter ces techniques de collecte de données-là. Mais au fil du temps, en voyant qu'ils ne pouvaient rien y faire et qu'ils n'avaient d'autre choix que d'accepter de se soumettre à cette collecte-là, sans quoi ils ne pourraient pas jouer au jeu, bien, ça finit par être accepté, normalisé. Et aujourd'hui, la plupart des joueurs ont une espèce d'attitude d'indifférence passive face à la collecte de leurs données personnelles. Donc, c'est ce que Canossa nous dit. Par contre, une autre recherche réalisée par
Cassel et ses collègues, a démontré que plusieurs des joueurs qui sont informés de ce à quoi ont servi leurs données, par la suite, répondent qu'ils n'auraient pas consenti au partage de leurs données s'ils avaient su à quoi ça servirait exactement. Donc, on peut penser que si les joueurs acceptent passivement de se soumettre à une collecte de données, c'est aussi en partie parce qu'ils ne savent pas exactement ce qui est fait avec leurs données et qu'ils ont peut-être encore un petit espoir que ça serve davantage à améliorer le design de jeu que à profiler les gens pour envoyer des publicités ciblées qui augmenteront le profit fait grâce au jeu. Un concept qui revient fréquemment quand on parle des analyses big data d'un point de vue critique, c'est le concept de gouvernementalité algorithmique, c'est-à-dire cette idée qu'il y a un certain contrôle social, une régulation des comportements et un renforcement des habitudes des gens par l'entremise des algorithmes. Les algorithmes de Facebook, par exemple, nous enferment dans ce qu'on appelle des bulles de filtre parce qu'ils nous font seulement voir les publications des gens avec lesquels on interagit les plus souvent. Or, les gens avec lesquels on interagit les plus souvent risquent d'avoir des opinions similaires aux nôtres et donc, ça va faire en sorte qu'on va seulement voir des publications qui confortent nos propres opinions, qui vont dans le même sens que nos propres opinions, et on va être moins confronté à des opinions différentes des nôtres. Et ce phénomène-là contribue à la polarisation des opinions. De la même façon, en ce qui concerne les jeux, ben, l'algorithme de Facebook, il nous propose constamment des jeux, des recommandations de jeux en fonction des jeux auxquels on a joué dans le passé ou des jeux auxquels ont joué nos amis, viennent en quelque sorte renforcer nos habitudes de jeu. Et on va finir par jouer toujours au même jeu plutôt que de découvrir différents types de jeux et élargir notre palette de goûts, en fait. Différentes pistes de solutions sont proposées dans la littérature par rapport à tous ces problèmes-là. Canossa nous dit il faut trouver des compromis entre les intérêts des joueurs et ceux des compagnies, les intérêts des joueurs étant de préserver leur vie privée et d'améliorer leur expérience de jeu, et les intérêts des compagnies étant collecter les données et servir leurs intérêts financiers. Alors, ce qu'il dit, c'est qu'on pourrait focaliser sur collecter les données pour améliorer l'expérience de jeu des joueurs, et ce faisant, en améliorant l'expérience de jeu des joueurs, ben, il y aurait quand même un effet sur la profitabilité du jeu. Mais les données ne devraient pas être utilisées seulement pour faire du profilage et de la publicité ciblée, selon lui. Donc, ce serait un bon compromis à faire. En échange des données personnelles des joueurs, ben, on s'engage à améliorer l'expérience de jeu. D'autres pistes de solutions mentionnées dans la littérature, bien, passer du modèle du consentement des joueurs au modèle la responsabilisation des développeurs et des chercheurs. Donc, pour l'instant, le poids des responsabilités est beaucoup sur les épaules des consommateurs et des joueurs qui doivent consentir ou non à partager leurs données personnelles. Or, ce qu'on dit, c'est que ça serait intéressant de davantage sensibiliser les développeurs et les chercheurs à la nécessité d'informer les joueurs des usages qui seront faits avec leurs données, à la nécessité aussi de traiter les joueurs ou leurs sujets de recherche dans le respect de leurs intérêts. Dans la recherche sur Big Stories, Little Heroes, par exemple, les chercheurs ont demandé à la compagnie Vandal Games d'ajouter une clause dans le contrat de service du jeu pour informer les joueurs du déroulement de la recherche. Donc ça fait vraiment partie de ce que les chercheurs doivent faire selon les comités d'éthique. Et les chercheurs aussi, dans le cadre de cette étude-là, se sont retenus de collecter certaines informations personnelles sur les joueurs qui auraient certainement été utiles à la recherche, mais à leur avis, c'était illégitime parce que ça permettait vraiment de les identifier. Alors, ils se sont retenus de collecter ça pour des raisons éthiques. Les développeurs pourraient donc, dans un monde meilleur, avoir à
à remplir ces obligations éthiques-là au même titre que les chercheurs, à peut-être même avoir à soumettre des demandes de certification éthique à certains comités pour pouvoir avoir l'occasion de réfléchir aux potentiels risques engendrés par la collecte des données personnelles des joueurs, aux possibles conséquences que ça peut avoir sur les joueurs. Donc, ça serait bien que euh, les, euh, les compagnies soient tenues davantage responsables du bien-être des gens pour lesquels ils collectent des données. Une autre piste de solution serait de développer donc des nouvelles régulations. Je parlais tout à l'heure de mettre en place un comité éthique et peut-être que les compagnies de jeux pourraient soumettre des demandes de certification éthique pour avoir le droit de collecter des données personnelles, un peu comme c'est le cas des chercheurs. Mais on peut aussi penser à des régulations qui viendrait vraiment prévenir les abus et tenir les développeurs responsables du respect à la lettre d'un contrat qui serait plus strict. Et il pourrait y avoir même des risques de poursuite des compagnies qui ne respectent pas ces contrats-là. Ensuite, une autre piste de solution évoquée, c'est l'idée de rendre les protocoles et les algorithmes utilisés pour faire l'analyse des données disponibles au public. Donc, c'est le principe de la transparence, c'est l'idée de vraiment révéler comment on procède pour analyser les données. Et là, ben, le défi, ce serait de rendre ces données, ces informations-là accessibles au commun des mortels parce que c'est pas tout le monde qui comprend qu'est-ce que ça veut dire un algorithme. Donc, de le traduire dans un langage accessible aussi pour vraiment faire preuve de plus de transparence. Parmi les autres pistes de solutions évoquées, on a l'idée de limiter la collecte de données à ce qui est nécessaire. Donc, ça va à l'encontre de l'esprit du big data selon lequel plus il y a de données, mieux c'est. Mais c'est possible de le faire quand on connaît à l'avance les questions de recherche, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais c'est possible de le faire si on définit davantage nos objectifs. Ensuite, l'idée pour améliorer la situation serait de conscientiser les gens au problème de la data veillance, de faire prendre conscience aux gens que le fait qu'on collecte leurs données a un impact sur leurs habitudes de consommation quand même assez concret et sert à carrément les manipuler. Donc, à partir de ce moment où on conscientise les gens, bien, ils pourraient ensuite non seulement prendre des décisions plus éclairées, quand ils viennent pour consentir dans un contrat d'utilisation, mais aussi peut-être réclamer à leurs élus des lois qui vont les protéger davantage contre les usages abusifs des données par les compagnies. Et sur une base individuelle, ben, sachez que l'on peut faire une espèce d'activisme individuel en changeant volontairement nos habitudes pour brouiller les cartes, confondre l'algorithme et de cette façon-là, protéger un peu notre profil, notre identité. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Ben, d'abord, on peut mettre des bloqueurs de cookies sur nos ordinateurs pour empêcher les algorithmes d'aller suivre nos moindres gestes quand on navigue le web. Mais on peut aussi faire des actions, faire des recherches sur Google par mots-clés de choses qui ne nous intéressent pas, chercher par exemple sur Amazon des objets ou des jeux qui ne nous intéressent pas. Et de cette façon-là, l'algorithme va être tout mélangé, il ne pourra pas vraiment établir un portrait cohérent de notre personne et il ne pourra pas à ce moment-là nous envoyer de publicité ciblée en fonction de nos intérêts. Mais bon, certains vont dire que cette solution-là individuelle et revient encore à mettre le fardeau des données massives et de tout ce que ça implique sur les épaules des consommateurs, alors que ça devrait être l'inverse. Ce ne sont pas les consommateurs ni les joueurs qui devraient prendre la responsabilité de faire un usage plus éthique des données massives, mais c'est plutôt ceux qui en profitent, donc les compagnies de jeux. Alors, ça conclut notre cours sur le Game Analytics et les analyses de données massives. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire ou à me les poser en classe si vous visionnez la vidéo avant la fin de la session. Merci et bonne journée.